Australie. Rien qu'en entendant son nom, on imagine des plages paradisiaques, des kangourous sautant dans le désert rouge, un style de vie décontracté, du soleil toute l'année et des gens qui semblent ne pas avoir de soucis. Qui n'a jamais rêvé de traverser le monde pour découvrir un tel endroit? Cependant, derrière les images de cartes postales se cache un Australie très différent de celui qui apparaît dans les guides de voyage. Un pays où le coût de la vie étouffe des familles entières, où les aborigènes souffrent encore d'exclusion sociale, où la consommation excessive d'alcool crée de graves problèmes et où les immigrants qui demandent l'asile finissent par être emprisonnés et envoyés sur des îles lointaines dans le cadre d'un système controversé. Aujourd'hui, Bello Mundo vous emmène dans cette autre facette de l'Australie, une réalité où de nombreuses personnes ont du mal à payer leur loyer, où les communautés indigènes sont oubliées et où la crise des sans-abri s'étend aux grandes villes. Vous pensiez connaître l'Australie? Alors préparez-vous, car cette histoire va au-delà des plages et des kangourous. Numéro 1, la Terre promise. Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adélaïde. Quand on parle de l'Australie, il est impossible de ne pas imaginer ces villes modernes, pleines de gratte-ciel scintillants, de transports efficaces et de ce style de vie enviable. Les plages sont dignes d'un film, la gastronomie est le reflet de l'immigration mondiale et la culture du café est presque devenue une religion dans les quartiers les plus branchés. Ceux qui visitent Sydney, par exemple, restent bouche bée devant l'opéra au bord de la baie, l'immense Harbour Bridge et les plages pleines de surfeurs. Melbourne, quant à elle, séduit par ses rues colorées pleines de graffitis, ses charmants cafés et sa passion incontrôlable pour le sport, du football australien à la Formule 1. Adélaïde et Perth allient charme urbain et proximité avec la nature, tandis que Brisbane bénéficie d'un climat ensoleillé toute l'année, attirant ceux qui recherchent une vie plus tranquille sans renoncer à la modernité. Et la nature? Eh bien, ce n'est plus à présenter. L'Australie possède la grande barrière de corail, des déserts rougeâtres dans l'outback, des forêts tropicales et des animaux qui semblent sortir d'une expérience génétique, ornithorynques, wombats, quokkas et toute la bande des marsupiaux. Sans parler de l'accent australien si particulier, du style de vie sans complications et du sentiment que tout est sous contrôle. C'est le pays qui apparaît dans les guides de voyage et sur les réseaux sociaux, une terre d'opportunités, où l'on peut vivre au bord de la mer, faire des barbecues le week-end et profiter de la sécurité et de services publics de qualité. Mais derrière cette image de paradis urbain se cache une réalité beaucoup moins glamour. Un pays où le coût de la vie est exorbitant, où les inégalités se creusent et où des communautés entières luttent pour ne pas tomber dans l'oubli. C'est exactement l'Australie que nous allons explorer à partir de maintenant. Numéro 2, l'histoire que personne ne raconte. L'histoire de l'Australie commence bien avant les gratte-ciel de Sydney ou les surfeurs qui prennent des vagues à Bondi Beach. Il y a environ 60 000 ans, les premiers aborigènes, originaires d'Asie, sont arrivés sur le continent. Pendant des millénaires, ils ont été les seuls habitants de ces terres, développant des cultures riches, des traditions spirituelles et un lien profond avec la nature. Mais les Européens sont arrivés et tout a changé. Au XVIIIe siècle, en 1770, la première expédition britannique, dirigée par le capitaine James Cook, arriva sur le territoire australien. Quelques décennies plus tard, l'Angleterre déclara officiellement la possession de la terre et commença l'un des chapitres les plus brutaux de l'histoire du pays, la colonisation. Mais l'Australie n'a pas été colonisée de manière traditionnelle. Contrairement à l'Amérique, où les Européens cherchaient de l'or et des terres fertiles, les Britanniques ont transformé l'île en colonie pénitentiaire. En d'autres termes, pendant des années, l'Angleterre a utilisé le territoire australien comme un immense prison à ciel ouvert, y envoyant des milliers de condamnés, dont beaucoup pour des délits mineurs. Et les aborigènes? Eh bien, ils ont été pratiquement effacés de l'histoire officielle. À l'époque de la colonisation, on estime que la population indigène s'élevait à près d'1 million de personnes. Mais les guerres, les massacres, les maladies et les politiques d'assimilation forcée ont considérablement réduit ce nombre. Aujourd'hui, les aborigènes représentent moins d'1% de la population australienne et ils sont toujours confrontés à de graves difficultés pour préserver leur culture et garantir leurs droits fondamentaux. Mais le pays a continué à changer. Au XXe siècle, l'Australie a connu un processus d'industrialisation, bien qu'à un rythme plus lent que d'autres puissances telles que les États-Unis. Le grand bond économique est venu avec l'exploitation des ressources naturelles, minéraux, charbon, gaz,
qui a stimulé la richesse nationale et fait croître de façon impressionnante des villes comme Perth. Un autre facteur qui a façonné l'identité du pays a été la vague d'immigration. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement a ouvert ses portes aux immigrants européens et, au fil des décennies, des gens du monde entier sont venus y chercher des opportunités. Aujourd'hui, Sydney et Melbourne comptent parmi les villes les plus multiculturelles de la planète, avec des quartiers entiers dédiés à différentes ethnies, des restaurants typiques et des festivals célébrant cette diversité. Cela semble être la recette parfaite pour un pays prospère, n'est-ce pas? Mais cette prospérité a un revers. Et c'est là que les choses se gâtent. Numéro 3, l'inégalité. L'Australie peut se targuer d'avoir un PIB très élevé, mais cela ne signifie pas que la richesse est répartie de manière uniforme. Dans plusieurs régions, notamment à la périphérie des grandes villes et dans certaines régions éloignées, la réalité est très différente de celle des zones aisées. Beaucoup de gens sont surpris de découvrir qu'environ un Australien sur 10 vit dans la pauvreté. Et nous ne parlons pas seulement des chômeurs. Il y a des travailleurs à temps plein qui, même avec un revenu fixe, ne peuvent pas faire face aux coûts élevés de la vie. Le logement, les transports, l'énergie et l'éducation sont devenus des luxes hors de portée de nombreuses familles. À la périphérie des grands centres, des quartiers comme Mount Druitt, Blacktown et Fairfield à Sydney, et Broadmeadow, Dandenong et Sunshine à Melbourne, sont confrontés à une réalité très différente de celle des zones touristiques privilégiées. Le chômage, le manque d'infrastructures et les taux de criminalité élevés font que ces endroits semblent être des mondes à part, loin de l'image d'un pays prospère et développé. Et la situation dans les villes est encore meilleure que dans certaines régions reculées. Dans l'Outback ou le nord de l'Australie, l'accès aux services de base est un défi quotidien. Des soins médicaux? Rares. Une éducation de qualité? Pour quelques-uns. Les infrastructures déficientes poussent des milliers de personnes en marge de la société dans un pays qui, sur le papier, devrait offrir des opportunités à tous. Numéro 4, le coût de la vie, entre le rêve de la propriété et le cauchemar de la location. S'il y a un problème qui pèse sur le portefeuille des Australiens, c'est bien le coût de la vie, en particulier en ce qui concerne le logement. Acheter une maison? Pour beaucoup, c'est devenu un rêve lointain. Le prix moyen d'un bien immobilier à Sydney a déjà franchi la barre du million, et nous ne parlons pas de luxueuses demeures en bord de mer, mais de maisons normales, souvent anciennes, qui n'ont fait que gonfler au fil des ans. Et ceux qui ne peuvent pas acheter, louent. Mais ce n'est pas si simple non plus. Les prix sont surréalistes, un appartement d'une pièce dans le centre de Sydney ou de Melbourne peut coûter des milliers de dollars par mois. Pour vous donner une idée, selon le site Nimbeo, le loyer à Sydney dépasse déjà les 4 000 $ par mois. Melbourne est un peu moins cher, mais il dépasse toujours les 2 500 $. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais les salaires en Australie sont élevés. Eh bien, tout le monde ne gagne pas bien sa vie. Le salaire minimum dans le pays est d'environ 23 $ de l'heure, ce qui équivaut à environ 3 000 $ australiens par mois. Cela semble raisonnable, n'est-ce pas? Mais lorsque l'on ajoute à cela le loyer, les transports, les factures d'électricité et d'eau, la nourriture et d'autres dépenses de base, il est clair que le compte n'y est pas. Et quand le compte n'y est pas, que se passe-t-il? C'est simple, de plus en plus d'Australiens n'ont pas de logement. Numéro 5, la crise des sans-abri. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que des villes comme Sydney ou Melbourne comptent un nombre croissant de sans-abri, surtout depuis la pandémie, qui a aggravé la crise du logement. Il existe des campements entiers de personnes qui n'ont tout simplement pas d'endroit où vivre, qu'il s'agisse de citoyens australiens ou d'étrangers rejetés par le système. Sous les viaducs, dans les parcs publics ou les parkings, des bidonvilles improvisés ont vu le jour, faits de bâches ou de matériaux recyclés, où les familles tentent de se protéger du froid, de la pluie ou de la chaleur accablante. Si vous pensez que les sans-abri sont uniquement des personnes sans emploi ou toxicomanes, oubliez ce stéréotype, le coût élevé de la vie en Australie a entraîné l'émergence d'un nouveau groupe de personnes appelées travailleurs sans domicile, des travailleurs ayant des emplois stables, souvent 2 ou 3, qui n'ont toujours pas les moyens de se payer un logement permanent. Beaucoup finissent par vivre dans des voitures, des caravanes ou même des tentes, car il n'y a tout simplement pas d'options abordables. Pire encore, les services sociaux sont débordés. Les refuges sont surpeuplés,
les organisations caritatives submergées et les sans-abri sont souvent confrontés à des préjugés et à la violence. Les agressions et l'hostilité sont monnaie courante. Le mode de vie australien rêvé, avec une maison spacieuse au bord de la plage, un barbecue et une bière le soir, est loin d'être à la portée de tous. Numéro 6, problème d'alcool. En parlant de bière, voici un autre sujet qui ne peut être ignoré lorsque l'on évoque la face sombre de l'Australie, l'alcoolisme. Depuis les débuts de la colonisation, l'alcool a joué un rôle curieux en Australie. Au XIXe siècle, il existait des endroits où l'alcool était utilisé presque comme une monnaie. Et cette relation historique semble avoir ancré un modèle de consommation qui, aujourd'hui encore, cause des maux de tête. Il n'est pas surprenant que l'Australie figure constamment dans les classements des pays ayant les taux de consommation d'alcool les plus élevés par habitant. Dans de nombreuses villes, la culture de la pinte après le travail n'est pas prise à la légère, des groupes entiers se rassemblent dans les pubs et y restent jusqu'à tard dans la nuit, transformant la nuit en quelque chose qui va au-delà des loisirs. Cela se reflète dans les statistiques de violences domestiques, de bagarres de rue et de problèmes de santé. Dans les régions du Nord, comme Darwin, il est courant de voir des panneaux « Interdit de boire de l'alcool » dans les rues, car la police tente de contrôler les conflits causés par l'ivresse. Pour les aborigènes, l'alcool a été et reste une arme dévastatrice, de nombreuses communautés souffrent de taux d'alcoolisme extrêmement élevés, conséquence de l'abandon social et de traumatismes historiques. Et au milieu de cet excès, des tragédies quotidiennes surgissent, qui ne correspondent absolument pas à l'image d'un pays détendu et insouciant. Numéro 7, Coober Pedy, une ville entière construite sous terre. Coober Pedy se trouve dans l'arrière-pays de l'Australie méridionale, au cœur du célèbre Outback. La région se caractérise par une vaste étendue de terre aride, des collines sèches et un ciel ouvert qui semble ne jamais vouloir se fermer. Avec environ 3000 habitants, l'endroit impressionne non seulement par son paysage désolé de pyramides de sable, mais aussi par les tubes blancs qui sortent du sol. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Mais ces tuyaux sont en réalité des conduits de ventilation des maisons souterraines, les célèbres foyers. Ils assurent la circulation de l'air, soulageant la chaleur étouffante qui peut transformer le désert en véritable four. Mais après tout, pourquoi tant de gens ont-ils décidé de s'enterrer sous terre? La réponse remonte à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque les soldats expérimentés dans l'exploitation minière et habitués aux conditions extrêmes sont rentrés chez eux. À leur arrivée à Coober Pedy, ces vétérans ont mis à profit leurs connaissances pour créer des habitations souterraines qui les protègent des températures extrêmes du désert. C'est ainsi qu'est née une ville souterraine. Mais si vous pensez que ces maisons sont de simples trous dans le sol, vous devez revoir votre conception des choses. Elles sont tout sauf simples. Avec des maisons construites à au moins 4 mètres de profondeur pour éviter les effondrements, les habitants trouvent non seulement un soulagement face à la chaleur accablante du désert, mais profitent également d'un mode de vie plus économique et plus durable. Grâce à l'énergie solaire et éolienne, la ville peut produire toute l'électricité dont elle a besoin. Pendant ce temps, ceux qui vivent à la surface paient le prix fort pour la climatisation indispensable, un luxe inutile pour ceux qui vivent dans les fosses. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. Les maisons souterraines sont beaucoup plus abordables. Numéro 8, racisme et traitement des aborigènes. Et ici, il faut souligner que nous parlons de la plus ancienne culture vivante de la planète, avec plus de 60 000 ans d'histoire. Des peuples qui ont habité cette terre bien avant l'arrivée des Britanniques, développant une connaissance approfondie de la nature, des rituels spirituels et des formes d'organisation qui leur sont propres. Mais avec la colonisation, cet héritage n'a pas été célébré, mais effacé de force. Depuis lors, les aborigènes ont été marginalisés, persécutés et soumis à des politiques brutales qui, dans de nombreux cas, visaient simplement à les faire disparaître. Pendant des décennies, le gouvernement a encouragé l'éloignement forcé des enfants aborigènes de leur famille, période connue sous le nom de génération volée, dans le but de les assimiler à la société blanche. Aujourd'hui, la situation est loin d'être juste. L'assainissement est déficient, l'éducation précaire, l'accès aux soins limité. Et le taux d'incarcération des jeunes aborigènes est bien supérieur à celui des jeunes blancs, ce qui prouve que le système n'a pas tant changé. De temps en temps, les protestations et les manifestations prennent de l'ampleur, et les dirigeants aborigènes demandent ce qu'on appelle la réconciliation,
un processus visant à réparer les erreurs du passé et à garantir l'égalité des droits. Mais dans la pratique, le fossé social reste énorme. Et si vous pensez que cette exclusion appartient au passé, observez cette absurdité. En 2023, l'Australie a organisé un référendum pour inclure les peuples aborigènes dans la Constitution et créer un organe consultatif autochtone chargé de conseiller le Parlement. Le résultat ? La majorité de la population a voté contre. C'est vrai. Un pays qui se vend comme multiculturel et moderne a refusé la reconnaissance officielle de ces peuples autochtones. Alors que les touristes paient cher pour visiter Uluru, Ayers Rock, et écouter des histoires sur la culture aborigène, les communautés indigènes elles-mêmes sont toujours oubliées, sans logement décent, sans travail et sans véritable reconnaissance. Un contraste frappant pour un pays qui aime se présenter comme accueillant et inclusif. Numéro 9, l'immigration et la controversée île de Nauru. Mais pensez-vous que ce préjugé ne concerne que les peuples indigènes ? Loin de là. L'Australie adore se vendre comme un pays multiculturel, ouvert sur le monde, un véritable paradis pour les immigrants. Et oui, beaucoup de gens y arrivent chaque année pour étudier, travailler ou essayer de trouver une vie meilleure. Mais si vous n'êtes pas européen ou si vous n'entrez pas dans les catégories acceptables, l'histoire change. Le gouvernement australien a une politique qui expulse pratiquement tous ceux qui tentent d'entrer dans le pays par bateau. Au lieu d'accueillir ces personnes, comme le font de nombreux pays, l'Australie se contente d'envoyer les demandeurs d'asile dans des centres de détention éloignés, où ils restent indéfiniment, sans savoir ce que leur réserve l'avenir. Et l'un des cas les plus controversés de cette stratégie est l'île de Nauru, un morceau de terre isolé au milieu du Pacifique qui est devenu une prison pour les immigrants indésirables. Et que se passe-t-il là-bas ? Eh bien, c'est moche. Les rapports de ceux qui ont séjourné à Nauru font état d'un manque de soins médicaux, de conditions de vie terribles, de mauvais traitements psychologiques et, dans certains cas, même de violences physiques. Pour beaucoup, il ne s'agit pas d'un centre d'accueil, mais d'une prison à ciel ouvert. Le gouvernement défend cette politique en disant qu'elle vise à protéger les frontières et à empêcher l'arrivée de bateaux illégaux. Mais dans la pratique, cela signifie que des milliers de familles, y compris des enfants, sont jetés dans cette zone grise juridique, abandonnés à leur sort. Pendant ce temps, l'ONU, la Cour pénale internationale et des groupes de défense des droits de l'homme tels qu'Amnesty International ont condamné à plusieurs reprises cette stratégie. Et si vous voulez en savoir plus sur l'île de Nauru, voici une vidéo complète qui explique comment le gouvernement australien paie des millions pour maintenir ces personnes emprisonnées dans des conditions dégradantes. Après tout, l'Australie aime peut-être se vanter d'être une nation accueillante et juste, mais il suffit de jeter un coup d'œil à ses politiques pour se rendre compte que, pour beaucoup de gens, le traitement est très différent de celui qui apparaît sur les cartes postales. Et c'est tout pour aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de cette facette moins connue de l'une des destinations les plus prisées au monde ? Avez-vous déjà séjourné en Australie ? Les histoires que vous avez découvertes aujourd'hui vous ont-elles surpris ? Faites-le moi savoir dans les commentaires, car j'ai hâte de connaître votre opinion. Si vous aimez voir le monde sous un angle que personne d'autre ne montre, restez à l'écoute de Bello Mundo. Il y a encore beaucoup de choses que le parcours conventionnel ne vous dit pas.